Écoutez l'attaque de la Maison-Blanche contre la France. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Voilà donc la charge de la Maison-Blanche, l'événement ce soir. Pour bien comprendre ce qui se passe, écoutez d'abord les propos de Raphaël Glucksmann qui ont motivé en quelque sorte la réplique de la part de l'administration de Donald Trump. Rendez-nous la Statue de la Liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Et voilà, action-réaction, Gallagher-Fenwick. Rarement, si vite, la Maison-Blanche réagit aux propos d'un politicien, d'un homme politique français-européen. Alors du côté de la Maison-Blanche, on est sur de l'histoire. Du côté de Raphaël Glucksmann, me semble-t-il, on est plutôt sur un coup, j'allais dire, médiatique de buzz, dont je ne vois pas trop l'intérêt dans un moment géostratégique qui commande un comportement et des propos tout autres. Mettons qui que les Américains... Qui a réussi aujourd'hui, on voit effectivement l'événement, le fait que la planète entière résonne du nom, en tout cas elle ne le cite pas, elle dit un politicien de bas étage. Oui, parce que nous nous en faisons l'écho, mais mettons que les Américains nous rendent la Statue de la Liberté. Et alors, est-ce que Donald Trump se comportera mieux ? Est-ce que géostratégiquement, la France sera mieux placée ? Non, en revanche, la réponse à faire à Madame Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, et vous qui aimez l'histoire, Darius, c'est peut-être de se repencher justement sur à la fois le rôle effectivement que les Américains ont joué lors du D-Day, mais pas seulement aux côtés des Canadiens, des Britanniques, des Français du commando Kiefer et des forces françaises libres, et aussi de rappeler des personnages très importants, et j'en termine par là, à la fois le marquis de Lafayette, qui est l'incarnation de l'amitié franco-américaine et de ces valeurs que nous avons en partage, la liberté et la démocratie, et le comte de Rochambeau, de personnages illustres qui ont participé aux guerres révolutionnaires et qui font que les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Racontons bien ce qui s'est passé. Jean-Éric Brunner, vous êtes avec nous en direct. Un mot d'abord sur cette porte-parole. Je crois qu'elle n'a que 27 ans. Elle incarne précisément le cœur du cœur de l'administration Trump dans sa jeunesse, son côté offensif, culotté aussi. Oui, et MAGA, il faut quand même le dire, puisqu'elle est complètement imprégnée de cette culture trumpiste et elle a en plus une répartie excellente et qui fuse très rapidement et qui désarçonne, il faut le dire, beaucoup de journalistes. C'est certainement la plus affûtée des porte-paroles que Donald Trump pouvait trouver et elle va faire parler beaucoup d'elle. Ouais, mettons qu'on voit bien à l'image cette Madame Leavitt qui incarne effectivement cette Maison-Blanche très rénovée. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes très à droite politiquement qui incarnent cela. Adina Rugol. Oui, écoutez, depuis le début, pour moi, c'est pas une surprise. En fait, c'est une télé-réalité à la Maison-Blanche presque tous les jours. Et je remarque quand même que le président Trump ou ceux qui l'entourent, ils passent leur temps à faire des outrances vis-à-vis des alliés, justement, qui sont des héros de la liberté. Et en même temps, le même président Trump, il est très positif vis-à-vis d'un criminel de guerre, c'est-à-dire de Vladimir Poutine. Michel Chalinov. Sur la Statue de la Liberté, effectivement, c'est un coup politique. Alors sur le fond, je pense qu'on reprend pas un cadeau normalement. Et puis moi, je serais pas mécontent que la Statue de la Liberté continue de veiller sur les États-Unis le plus longtemps possible. Bon, malgré tout, c'est symbolique et dès qu'on peut parler symboliquement de ce risque de devenir tyrannique des États-Unis, c'est toujours intéressant. Non, il y a un vrai risque aujourd'hui, c'est-à-dire que le président français a identifié la menace, comme je cite, venant de l'Est. Et donc l'ennemi est tout désigné, à savoir la Russie de Vladimir Poutine. Mais on est en train de se rapprocher à très grands pas d'un moment cristallin et périlleux pour la France et pour l'Europe, celui où le président américain va s'opposer fermement, brutalement, comme il sait le faire,
aux Européens et aux Français, qui va accuser d'être des va-t-en-guerre. Quand, par exemple, le président français dit ça n'est pas Vladimir Poutine de décider si des troupes européennes vont être déployées en Ukraine, que va-t-il se passer lorsque ce sera Donald Trump qui nous l'interdira et qui s'adressera ainsi aux Français? Et on sent qu'avec chacun de ces épisodes, et là qui est essentiellement médiatique, on se rapproche malheureusement, dangereusement de ce moment, je crois. Faisons entrer dans la discussion la voix ukrainienne et pas la moindre. Mikhaïlo Podolyak, le conseiller personnel du président Zelensky. Bonsoir Mikhaïlo Podolyak, merci d'être là. Et merci beaucoup à vous. Bonsoir. Allez, un premier mot là-dessus. Évidemment, on va vous entendre sur les négociations, sur le coup de fil à venir, Trump-Poutine. Mais d'abord, cette France qui tient tête à la fois à Trump et à Poutine. Un mot là-dessus, là. L'aspect de cette France qui est le fer de lance à la fois contre Poutine et aussi de résistance face à Trump. Comment est-ce que vous la regardez ? Alors, c'est vrai que moi, je suis très, très engagée, je vais vous dire. J'ai une sympathie très forte pour les processus qui se déroulent en Europe et pour la sécurité globale. Et la France, le président Macron, est un des principaux auteurs de cette transformation positive. L'Europe prend tout son rôle et comprend l'importance de ce rôle où l'Europe serait en tête, la France notamment, dans les processus politiques et autres. Et l'Europe a besoin de ce rôle de leader qui va à merveille à la France. Et c'est vraiment fondamental. Et bien évidemment, c'est très important de dire clairement que la Fédération de Russie ne doit pas avoir de motivation pour continuer la guerre. Et l'Europe devrait prendre des décisions de manière plus indépendante pour défendre ses intérêts. Et troisièmement, il faut construire le système de sécurité et de défense de l'Europe sous l'égide de l'Europe elle-même. Et je vois tout à fait le rôle leader de la France et du président Macron. Mikhaïlo Podolyak, restez avec nous. Le passif qui est en train de grandir entre Trump et la France. Jusqu'à présent, ils se sont beaucoup parlé, il faut souligner ça. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont beaucoup parlé, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas, l'Élysée dit régulièrement, ils s'appellent, parfois ils ne l'annoncent pas d'ailleurs. Et il y a un message encore publié par le président français aujourd'hui. On sent qu'il est sur une véritable ligne de crête, avec des enjeux qui ne sont pas ceux de l'Ukraine, qui jouent son existence même. Mais on sent que le français est à mi-chemin entre une grosse altercation comme celle que le président ukrainien a eu à subir dans le bureau ovale, et le souhait d'essayer de ne pas perdre totalement Donald Trump. Mais ça paraît franchement très très fébrile. Il y a une irritation montante. Il faut relire aussi ce que disait Elon Musk concernant Thierry Breton. Quand Thierry Breton l'avait pris en partie, Elon Musk avait dit, et là aussi on était sur le registre de l'histoire dont vous parlez, mec, parce qu'il s'adresse comme ça à Thierry Breton et à beaucoup de gens, hein, il y a mec ou girl. Quand il met les gens très bas, il les appelle girl, c'est quand il avait appelé Trudeau. Petit homme aussi, voilà. Là, c'est mec, donc Breton est encore en dessus de Trudeau dans son esprit. L'ingérence étrangère américaine est la seule raison pour laquelle tu ne parles pas allemand ou russe aujourd'hui. On voit que c'est le même argument historique qui était présent déjà. Oui, c'est le même argument historique, mais moi, ce que je remarque, ce qui est terrible d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on a le narratif russe, il est parlé par la Maison Blanche, et ça c'est très inquiétant parce qu'en fait on est sur deux hommes politiques, deux leaders qui ne parlent plus la langue du droit international, mais la loi du plus fort. Et on est donc dans une phase où finalement Trump est en train de récompenser Poutine qui a envahi l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier le massacre de Boutcha. On l'oublie facilement, je crois. Et donc, on est à un moment où l'Union européenne, et d'ailleurs ça a été marqué, c'est peut-être le moment de l'Union européenne, le moment de s'affirmer, parce que cette guerre, en fait, ce deal c'est pas un deal immobilier, hein, on parle ici de la vie des gens.
Il ne faut pas oublier que les Ukrainiens se battent pour la liberté, ils donnent leur vie pour la liberté. Donc là, on est en train de parler de quelque chose de très concret parce que notre liberté à nous se joue à l'Est, sur cette ligne de front de 1200 km à l'Est de l'Ukraine. Cela étant, est-ce que les États-Unis ont raison de rappeler que quand il s'est agi de défendre la liberté, rappelons les cimetières, Colville notamment, effectivement, c'est le nombre de morts américains et soviétiques. Et les Américains aiment beaucoup rappeler que la France a été occupée, et en partie, il y a eu beaucoup de courage en France, mais il y a aussi une grande partie de la France qui a été collaboratrice. Les Ukrainiens le soulignent aussi beaucoup. Bien sûr, Végan, Pétain, qui sont-ils et où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui ont trahi alors que le général de Gaulle voulait poursuivre la lutte et qu'on avait un président du Conseil, en l'occurrence le président Reynaud, qui était hésitant. Mais est-ce qu'il a raison, sur le fond, quand Elon Musk dit s'il n'y avait pas eu l'ingérence étrangère américaine, et en l'occurrence, il n'y avait pas non plus eu l'action de l'Union soviétique, dont les Ukrainiens d'ailleurs à l'époque, effectivement, l'Europe de l'Ouest, qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui? Oui, mais je crois que c'est assez malvenu de se tacler à coups de leçons d'histoire. C'est la méthode Poutine. C'est-à-dire Poutine adore se présenter comme un président historien, il sort des archives, et au nom de sa vision de l'histoire, il va donner des leçons, par exemple, aux Européens, en disant c'est nous les Soviétiques qui avons libéré l'Europe du nazisme, mais il s'en sert politiquement. Et là, on voit bien qu'il y a aussi un usage polémique, si ce n'est politique, de cette instrumentalisation de l'histoire. Donc je pense qu'entre alliés, entre Français et Américains, qui effectivement risquent de se fâcher de plus en plus dans les mois qui viennent, parce qu'on est peut-être les prochains sur la liste. Il y a eu Vance qui a soutenu l'AfD, Musk soutient l'extrême droite britannique, etc. On est les prochains sur la liste. On va se fâcher. Est-ce qu'on est entré dans l'ère de la surenchère? Rappelez-vous, 2003, la guerre d'Irak. La guerre d'Irak avec deux mondes, les Américains qui considéraient que c'était leur droit, y compris, rappelons-le, les démocrates. Même la presse démocrate américaine qui soutenait le mensonge de la part des autorités américaines, assez massivement, versus les Européens qui disaient c'est dégoûtant, c'est une erreur, etc. C'était la haine. Est-ce qu'on est revenu à ce moment, pour ainsi dire, de haine? Oui, parce que Donald Trump, un peu comme George Bush à l'époque, il avait eu cette phrase « You're either with us or against us ». Vous êtes avec nous ou contre nous. Et c'est ce vers quoi Donald Trump avance à la fois à l'international, mais aussi à l'intérieur même de son propre pays. Mais si on est dans l'histoire, si je vous sauve la vie, Darius, ça ne fait pas de vous mon obligé ou mon esclave. Ça fait de vous mon quand ami. Même, ça crée quand même certains liens d'obligation. Mais projetons-nous dans un avenir proche, à la lumière de cette histoire. Et si les Américains ne répondent pas, je termine là-dessus, au moment présent, toute l'Ukraine ne parlera que russe et la langue ukrainienne sera bannie. Donc si on est sur les langues, le français et l'allemand, transposons cela en Ukraine, sur l'ukrainien et le russe. Je crois qu'il y a une petite différence, c'est qu'en 2003, on a rétabli la vérité. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, c'est-à-dire que la vérité est venue et les gens ont bien été obligés de l'admettre. Aujourd'hui, on est dans une ère de post-vérité absolue. C'est Vladimir Poutine qui l'a en partie inaugurée, cette ère. Aujourd'hui, Trump et Musk embrayent. Et donc, il y a un risque que cette vérité des faits, finalement, soit totalement balayée par le populisme.